Une histoire de bouche. Tom en a encore sous la dent. Tom les use souvent, ses dents. Les chirurgiens lui reprochent régulièrement ses excès, le pressent de cesser les cochonneries. La passion triste pour les liqueurs, le caramel de supérette, les bonbons acidulés auxquels il ne sait résister. Docteur sente ça. Docteur renifle, mauvais sujet. Ce n'est pas une affaire de gras, c'est une affaire d'hygiène. Tom engloutit tout, surtout le pire. Il grince des dents toute la journée, grignote son propre désarroi. Tom marmonne mauvais présage, persifle contre les siens, les femmes, l'époque. Dans sa bouche macèrent des amertumes qu'il s'empressera de cracher sur X. Tous les soirs à heure fixe, Tom colle son oreille au parquet de son appartement vide avant de se mettre à hurler. Tom ne va pas fort en ce moment. Nous sommes le 15 juillet 2018. Il est 23 heures passées. C'est une nuit de liesse. La France vient de remporter la Coupe du monde de football. Tandis qu'au dehors résonne une clameur nationale, Tom se lave consciencieusement les mains. Il est planqué dans les WC d'un centre commercial de seconde zone, Créteil-Soleil. Sur ses doigts potelés se dressent quelques poils drus. Il ferait bien de se les faire épiler. On dit que c'est plus joli. En dépit des apparences, Tom se révèle d'une finesse d'esthète quand il s'agit des détails. Il aime les extrémités. Les orteils rouges carmin, les mains aux ongles nacrés, petites et fines. Il les aime féminines, naturellement destinées à ne saisir que des choses minuscules. Il se plaît à les imaginer ployées sous sa masse, des paumes implorant sa clémence dans des voix qui faillissent s'il en bave. Tom rêve d'être bercé, d'avaler le pied verni d'une muse en guise de tétine. Il enfile sa montre Casio grise, constate sur le bracelet une tache visqueuse et oxydée. Mon sang. Tom passe une main sur son crâne et laisse errer son œil atone avant d'ôter son t-shirt et de se nettoyer dans l'évier. Il ne faut laisser aucune trace du carnage qui a failli me coûter la vie. Après plusieurs mois de missives hallucinées et de coups de fil anonymes, il s'est enfin décidé à me déclarer sa flamme. Tom a toujours été un grand sentimental. Mon nom est Lame. J'ai 27 ans. Jusqu'à ce malencontreux épisode avec Tom, je m'étais bâti une vie dont je n'avais pas à rougir. Actrice repérée, star en attente. Enfant, on me disait forcenée et prête à tout. À tous les rejets, tous les périls, toutes les déroutes. Une tête brûlée à vie. Wild at heart comme Sailor. J'ignore par quel miracle la peur des lendemains m'avait désertée. Vigilante néanmoins, dès mon premier babil, je sus qu'il me faudrait parer les coups. C'est un héritage maternel. Transmission non féminin.
Ma mère Viviane est un astre secret, un mince filet de voix dans un corps qui en sait trop. Depuis l'enfance, elle me raconte que dans certains pays, on noie les petites filles, leurs cheveux flottent sur l'écume, les pères font le sale boulot, laissent les mères vriller dans leur chambre, puis s'endormir d'épuisement. Au chevet de mon lit, la mienne m'incitait à me tenir sage. Il n'y avait pas de conte qui révèle le monde ou l'enchante, juste des récits en guise d'avertissement. La menace venait forcément du dehors, loin. Dans des contrées où ça dégénère, les gamines étaient aussi fourrées dans des sacs poubelles cognés sur des pierres jusqu'à ce qu'on ne les entende plus pleurer. En grandissant, j'avais écarté ces malédictions. À moi, on ne la ferait pas. J'appris plus tard à mes dépens qu'il faut toujours écouter sa maman. Face à la glace des toilettes, la langue de Tom gigote frénétiquement entre ses dents. Un filament charnu est coincé entre les canines, c'est un reste de peau noire. Tom ouvre la bouche en grand pour estimer les dégâts. Il observe déconfit sa dentition foutue et s'interroge. Son haleine finira-t-elle par puer ? Et des vapeurs mortes vont-elles se distiller dans cette bouche à jamais impure ? Tom saisit son portable et le lance contre la vitre qui se brise. Une fois, 2 fois, l'écran ne cède pas. Le téléphone dans son poing, il le fracasse longuement contre la vasque. L'objet commence à montrer son squelette, pas encore démoli. Tom le jette alors au sol et l'écrase sous sa chaussure de randonnée, enfin crevée. Il balance les plus gros débris dans la cuvette. Il flotte à la surface. Assis en nage sur le carrelage froid, Tom feuille la poche de son pantalon, sort un portefeuille. Dedans, une carte bleue, un badge d'étudiant en pharmacie et une carte d'identité. Sur la photo, c'est un garçon brun et costaud coiffé d'une houppe discrète. Ses joues coupes rosées surmontent une bouche fine, tandis qu'il lance une moue crispée vers l'objectif. Le document national décline son identité, Romain Marais. Sexe masculin, né le 11 août 1988 à Longjumeau. Tom observe une longue pause, comme s'il plongeait dans un coma yeux ouverts. Ceci n'est pas qu'une histoire de bouche, c'est une histoire de double. Tout avait si bien commencé. Anatomie de ma chute, J-7, le 8 juillet 2018. La rue Volney est vide. L'été produit parfois ce miracle. Paris connaît encore des artères insulaires et muettes. Je tape le code à l'entrée du 26, où Daniel Molinka m'attend. Dans la cour de son immeuble, je manque m'évanouir. Il fait là-bas une chaleur d'incendie. Mes doigts entourent une cigarette, persistance crâne pour la nicotine, héritage de l'âge bête. À 15 ans, un ami avait déclaré que j'étais belle quand je fumais, que j'avais des airs de Nina Simone. Petite, même l'aval d'un inconnu m'honorait.
Je me suis donc mise à cloper pour copier l'idole d'Amérique. Depuis, je n'ai pas grandi. Je taxe encore du feu dans des poses nonchalantes, peinant à cacher la dos gauche. L'ascenseur est en panne et le cabinet est au 5e. Je tapote dans ma poche de jean, ventoline absente. Et si j'étouffais là? La tête rompue avec le corps en biais, la silhouette toute tordue. Ma nervosité croît tandis que la thérapeute m'ouvre. Je m'apprête à vivre ma première séance d'hypnose. Voyons ce que cet état a à nous raconter. Je pense que vous êtes prête. Daniel Molinka ajoute que je gagnerais à laisser mon corps parler. Je veux bien tout tenter. L'équipe de production de Lucas Bellem a dû suspendre le tournage. Mon arrêt coûte une fortune à mesure que les jours passent. Mon agent m'appelle chaque matin pour tâter un retour possible et j'entends qu'il cédera bientôt sous la pression. Je filtre la plupart de ses coups de fil, alors il laisse des notes sur ma messagerie vocale. « Salut, là, j'appelais pour savoir comment tu te sentais aujourd'hui. Le producteur m'a téléphoné ce matin, je lui ai dit que tu serais sur pied dans quelques jours. On ne peut pas se permettre d'arrêter le tournage plus longtemps. Dans une semaine, ça pourra le faire ? » Dermatologue, acupuncteur, magnétiseur, yoga, méditation, naturopathe, rien n'y fait. Tout risque de prendre fin là, à 27 ans à peine, pour une bizarre affaire de peau. Dans la nuit, je me traîne au sol rêche et m'y frotte jusqu'au vertige. Quand je ne distingue plus rien, ni du jour, ni de l'heure. Mes doigts s'engourdissent, épuisés d'avoir trop griffé, mes mains se crispent, pulpe pleine de fourmis, et lorsque le jour se lève sur ma noue foutue, je sanglote. Le sang tache tout et laisse des traces mauves sur le coton. Mon corps est un ennemi du dedans, il me déclare une guerre tenace, démangeaisons, eczéma, rougeurs absurdes. Dans mon pli inguéal, la peau devient glaire, mes ongles s'acharnent sur les croûtes et mon cou est gonflé de plaques, elles enflent, sans jamais éclater. Quand j'approche les doigts de mon sexe, les soirs de manque, des visions me gagnent. De minuscules bestioles grimpent sur mes cuisses, c'est une rancœur céleste qui me prive de jouir. Parfois, je rêve de me flanquer une droite pour me coucher à jamais. Mais une fois calmée, je réalise que ma carrière n'est pas morte. Je pourrais devenir une créature de cirque, idole d'un spectacle de mauvais goût. On cache bien des désastres sous une combinaison moirée. Le jour de mon départ du tournage, le chef opérateur a proposé de me nouer les poignets avec une corde. Un silence pesant s'en est suivi. Puis le 4e assistant a commandé un taxi pour me raccompagner. C'était peut-être mieux ainsi. On ne sait jamais ce que la frustration provoque chez une équipe trop zélée. Daniel Molinka répète avec calme qu'il y a quelque chose à lire dans cette chair qui s'alarme. Dans son cabinet, Daniel Molinka se lève pour me tendre un verre d'eau. J'observe son chemisier crème et la soie de son pantalon. Daniel ne ressemble pas aux femmes qui ont jusqu'alors occupé ma vie. Ses gestes trahissent un quotidien exempt de contingences matérielles, une existence à l'abri. Chez elle,
Il n'y a certainement pas eu de liasses glissées dans des enveloppes par des tontons de passage, pas de mains gênées dans les poches qui guettent des centimes, pas de carte bleue sans solde. La thérapeute me couvre de sa voix d'eau et je bascule dans un état second. Je retrace, yeux clos, les paysages de l'enfance, les photos de famille, les portraits d'absents et le père et la mère, les foules en majesté, les fuites en tout genre. Je devine des pays largués sous peine de précipice, des valises qui cassent sur des routes bancales. Ensuite, je revois ma tête de petite et cette crainte viscérale. Le rapt d'abord, puis le corps secoué contre les cailloux. Ma mère lâchait un rire sonore, de quoi clore le sujet. La violence semblait circonscrite à un ailleurs arriéré et hostile. Moi, ouatée dans des jours sans danger, je pouvais dormir sereine. Il n'y aurait ni rocher, ni sac, ni noyade, ni menaces imminentes, ni fugue à fomenter. Mais il y aurait des doigts maigres qui claquent les bretelles de soutifs dans des bus bondés. Il y aurait des langues enfoncées de force dans les glottes, des sueurs juvéniles moquées dans des rires aigres. Il y aurait des commentaires courroucés et des érections secrètes sur un jean trop serré qui dévoile la vulve. Il y aurait les klaxons de bons pères de famille dans leur caisse, des filles trop jeunes qui frémissent. Il y aurait le sang noir des règles sur les pantalons écrus, les gilets noués à la taille pour en planquer la trace. Il y aurait ceux qui se pincent le nez à mon passage et ce mot infect au bruit et à l'odeur griffonné sur un papier glissé dans ma poche, signé d'une trace de gloss, roulage de pelle glauque, un baiser à la crève. Il y aurait ce maître d'école qui lance son œil larvé sur nos seins naissants. Il y aurait les clichés d'une nuit volée qui tournent dans les portables, les rivalités mal déguisées. Et puis cette virginité sacrée qui nous travaille jusqu'à l'os, papa-maman cachés sous les lits. Mais dans ce dédale d'hormones et de tempêtes, il y aurait aussi les baisers désirés, les étreintes tant attendues qu'on en chanterait des cantiques, les flashs de peau qui creusent un lac dans le bas-ventre, les déguisements tardifs qu'on moque dans la cour de récré, les jeux dans l'enfance qu'on refoule, les bords de mer face auxquels on s'écroule, ivres de bière pas forte, les soirées précoces avec la dalle et l'émoi, les voix qui muent mais suffoquent la nuit comme font les grands, les prénoms qu'on chuchote et les serments de passage, la salive de bouche en bouche, les promesses monogames, les livres qui font se prosterner et les films traqués dans les médiathèques. Ces territoires où personne ne s'aventure, ceux qu'on ne parvient à quitter qu'à l'heure des grandes traversées, ces prières qu'on murmure dans le soir, les minutes bénies à rester verticales, cette zone foutoir entre l'innocence la plus pure et la noirceur la plus lamée. Les sacs à dos jetés à même le sol, à l'arrêt de bus, où ça se tape sévère pour défendre ce soi conquérant et fébrile, celle que l'on est à 13 ans. La thérapeute pose une main compatissante sur mon épaule. Je pivote la tête pour qu'elle ne me voie pas pleurer. Que reste-t-il de mes airs de bataille ? Alors que Daniel Molinka m'observe en silence, je reste muette. Qu'est-ce qui se cache sous mes érosions ? Il est temps de le dire. Mon analyste retourne à sa place et m'annonce que nous n'avons pas terminé. Elle ajoute que si je le souhaite, nous pouvons continuer à travailler la question.
Alors qu'elle m'accompagne vers la sortie, mon téléphone tremble. J'inspire. Daniel m'observe lire le message reçu. Je vomis. Une flaque mate et épaisse arrose le parquet. La psy se tait avant de me tendre une serviette. Après quelques minutes, je m'entends dire « Je crois que quelqu'un veut me faire la peau ». Je fais une petite pause. Quatre. Sous le sourire, une lame. Anatomie de ma chute, J-7, le 8 juillet 2018. Quand je referme la porte du cabinet, il est déjà 22 heures. Ma main gauche tapote mon plexus pour apaiser les derniers pleurs. L'hypnose était donc la solution tant attendue. Dans ma poche, le portable vibre. Nouveau message. Je n'ouvre pas et bloque encore. C'est la meilleure manière de dégainer sans tirer de balles, sans faire ni mort ni dégâts. C'est ce que l'époque a construit de plus pacifique pour éviter le duel, disparaître et faire disparaître. Molinka m'a dit qu'il fallait prendre de la hauteur. Elle m'apprend le détachement, je le tente. Je me dirige vers le métro alors que la nuit tombe. Mon pas se presse inconfortable dans des bottines à talons. D'habitude, je jette des regards obliques pour voir si les gens me reconnaissent. Il arrive qu'une main inconnue m'arrête et me félicite pour mon dernier rôle au théâtre ou dans un film. En général, je remercie avec chaleur. Cette fois-ci, je sors de ma poche un petit miroir chiné. Ma peau est parsemée de boutons gonflés de pus. Je me fraye un chemin parmi les touristes, plus lent qu'à l'accoutumée. Je croise les abonnés de l'Opéra Garnier, les jolies filles du Triangle d'Or, celles qui prennent des selfies attablées au Café de la Paix. J'aimerais condamner cette sophistication. Or, j'éprouve pour Paris un amour contrarié et sans retour. Ainsi soit-il. Je redoute que quelqu'un dans la foule m'approche de trop près. Et si un bout de ma chair se décrochait à cause d'un mauvais coup d'épaule? La ligne 7 est bondée. Je suis contrainte de rester debout, collée aux silhouettes. Mon regard dérive indifféremment sur les passagers. J'évite de fixer de peur que mon intérêt n'inspire de la défiance. Je me suis soumise au rite tacite de la plus belle ville du monde. Rien ne mérite qu'on s'y attarde. Il faut tout balayer du regard, chic, blasé. Sinon, ça fait touriste ou pire, provincial. Le visage ne doit rien laisser paraître, ni joie, ni dégoût. Il faut arborer une mine pincée et toujours arpenter le bitume, l'air rogue et affairé. Mes joues chauffent. Je dégage avec précaution le foulard qui entoure mon visage. Ma peau est moite.
L'embarras me gagne tandis que je dévoile sans le vouloir mes plaies en public. Je tente de rester discrète, veille à ne pas attirer l'attention. Postée à quelques mètres, une petite blonde d'une dizaine d'années m'observe. Elle a la fascination entêtée des enfants de son âge. Sa main agrippe celle de son père, plongée dans son portable. Les yeux de la fillette scrutent ma chair dégradée. Je détourne la tête. Ma mâchoire se crispe, j'entends mes propres dents grincer. La chaleur initiale culmine, j'ai honte. Je me mets à piétiner parmi les corps qui m'étouffent. Gigote la tête pour trouver de l'air en vain. La gosse ne se lasse pas de m'observer. Je parie qu'elle rêve de faire rebondir ses petits doigts sur ma joue. Dans un geste théâtral et un peu puéril, je lui tourne le dos. Dans la rame bondée, mon mouvement provoque un sursaut de contestation. À cette rumeur vrombissante se mêlent les souffles et les chuchotements exaspérés de la foule. Comme si toutes les contrariétés trouvaient enfin une occasion de se libérer dans ce cœur anonyme et frustré. Je lève les yeux au ciel avant d'apercevoir un homme qui me regarde au loin. Il a été témoin de mon agacement et s'en amuse. Je lui souris poliment. L'inconnu se tient de profil, assis. C'est un trentenaire corpulent, les cheveux coupés ras, bruns, pommettes hautes et yeux espiègles. Il opine du chef en me regardant d'un air appuyé, sans doute séduit par l'amour revêche que cache mon étole. Je hoche la tête en guise de remerciement, puis romps la connivence en portant mon regard ailleurs. Mais ses yeux me détaillent encore. Je les sens. C'est instantané, reptilien. Je le guette, la malice, le sourire qui se creuse et s'élargit, la tête qui dodeline comme pour acquiescer, ou amuser, ou menacer. Ça dure. Les zygomatiques vont se tendre puis s'arracher s'ils continuent. Ça commence à me gratter sous le pull, dans la rame, une langueur de sauna. La bouche de l'homme remue, ses lèvres forment des mots qu'il semble m'adresser. Il décolle les syllabes pour que je les devine. Confuse, j'ouvre les mains et soulève les épaules. Je lance presque à voix haute, je comprends pas. Et il éclate de rire. Son corps se secoue comme s'il se disloquait, tête renversée en arrière. Quand il reprend sa posture, l'homme m'observe avec de grands yeux, stupéfait que je n'ai toujours pas saisi sa phrase. Il continue de planter son regard de le mien avec une noirceur de mauvais sort. La peur commence à m'abrutir. Au loin, l'inconnu articule toujours des phrases complètes mais inaudibles. Ce n'est pas le bruit du métro qui couvre un possible dialogue. Aucun son ne sort de sa bouche. Mes mains se mettent à trembler. Je les cache nerveusement dans les poches de mon jean, je fronce les sourcils et lance un « Tu vas t'arrêter, connard ?» Je crois qu'il m'entend car sa mine se fige. L'homme se lève lentement, pivote face à moi. Il gigote ses doigts dans un mouvement signifiant « T'as dit quoi ?» Je me liquéfie. J'envisage affolé toutes les fuites possibles, mais il se met finalement à rire. Autour de lui, personne ne semble saisir ce qui est en train de se jouer. Son rire est sec et épais d'une clarté de métal. Son débit est tel que ses mots ne semblent plus avoir de sens. Alors que je m'apprête à l'ignorer pour de bon, l'inconnu simule un cunilingus. Ses doigts forment un V victorieux et sa langue, fourrée entre eux, caresse l'air de bas en haut. Je m'extrais de la rame en courant. Je
traverse 2 wagons, haletante, et me gratte avec fureur. Mes démangeaisons persistent au pire moment. La tentation est forte de me frotter à la barre, mais dans ce cas, je risque le lynchage. Dans le métro, aucune pitié pour ceux que la vie a rendus dingues. Tous les voyageurs prient en secret pour ne jamais finir à poil dans une rame à hurler en roue libre. L'abîme est parfois si proche. Il suffit d'y être poussé. Je repense à l'enfant turbulente, puis l'ado aventureuse que j'ai été, celle qui se serait fendue d'un front contre l'inconnu. Qu'est-elle advenue? Où a-t-elle disparu depuis mon ascension? Daniel Molinka a lancé des hypothèses. L'enfance reste la première pièce à conviction. Il y a souvent un cauchemar à débusquer dans la chambre d'une fille. À ma naissance, on disait que j'avais l'air d'un chat. Les pupilles constamment dilatées, j'observais chaque chose comme si je tentais d'en percer le secret. En revanche, félin oblige, je fuyais la moindre caresse. Sa majesté des mioches, on aurait pu m'appeler. En famille, dans les tablés cacophoniques qu'il orchestrait, papa s'amusait à me menacer, la main placée autour de ma gorge. Peut-être que s'il avait serré avec assez de poigne, il m'aurait entendu miauler. À 11 ans, Chaton est devenu boulotte. Les oncles et tantes ne passaient plus nous voir, là de nous courir après dans toutes les périphéries où l'on échouait. C'était un drôle de trio qui débarquait tous les 2 ans dans un nouvel appartement. Papa avait la bougeotte. Rien n'était jamais assez bien pour lui. Nous n'étions pas dépourvus. Les parents étaient fonctionnaires. Mais Khalif n'aimait la vie que faste. Il fourmillait de projets, une entreprise par-ci, un album de musique par-là, un autre déménagement impromptu. Sa quête de grandeur nous ruinait. Mon père avait du talent, mais pas de ressources. Ma mère Viviane était un ange piétiné, une épouse traînée par le col. J'ai souvent fui lorsqu'il hurlait. Je me préparais, gourde dans le sac à dos, à partir à l'assaut du bois le plus proche. Au printemps, je passais des jours entiers à bâtir des cabanes de fortune. Je m'inventais des histoires de sœurs jamais nées, fratries bidouillées avec des bouts de bois en guise de poupons. Souvent, après l'école, je me jetais dans un bus vers nulle part. Écouteurs aux oreilles. Et quand le jour s'achevait, j'avais encore les genoux dans la poussière de l'aire de jeu, à souffler des répliques à mes jouets. Je traînais des heures dans les squares mordorés qui environnaient les tours, jusqu'à ce que le soleil s'éteigne. Ensuite, je rentrais à pied sur des chemins vides. Le lendemain, je retournais en forêt, rêvais que le loup rôde. Qui de lui ou moi finirait par être mangé? À l'entrée au collège, me voilà qui annonce avec zèle la langue des conquérants, celle que mes parents ont avalée de force
le mord dans la bouche. Viviane et Khalif m'initient. Il faut bien travailler à l'école et devenir une gagnante. Une fois l'infiltration faite, je rentre avec la tête d'Holoferne dans mon cartable. Mais je suis peut-être trop jeune pour ces jeux de masques. J'ai peur d'y prendre goût. Face aux miens, je crains souvent de devenir cette fille indigne née pour renier. Les adultes qui m'entourent ne repèrent rien de mes ambiguïtés. Je trafique une douceur de sucre. Aucun ne voit ma rage de colosse. Lorsqu'ils ont le dos tourné, je me bats dans la cour. Hirsute, je flanque des coups qui laissent des traces. La rixe se fait contre les aînés afin de tester ma force. Je suis entourée de petits mâles déjà rompus à la lutte. Ils me dépassent de quelques têtes et me terrassent. Seulement, je ne suis pas du genre à accepter dignement l'affront. Au plus fébrile, je lance des défis. Mes coups de tête font fuser des appareils dentaires. Les toiles des sacs sont déchirées. Appelez-moi l'âme la menace. Front contre front, je chuchote des crasses qui font battre plus fort mon pouls. Je veux tester ma bravoure et me jeter dans la fosse. Ne pas céder à la défaite. Je rêve que ma vie advienne, je la réclame. Et c'est là que Génia débarque. Elle fait dérailler ce monde presque morose que j'enchante en solitaire. Elle pourrait d'ailleurs être baptisée comme ce jeu de fête foraine. Génia chamboule tout. Je la rencontre alors que je traîne dehors, un autre mercredi. À la sortie du cours de danse classique, je m'avachis dans un bus. À raison d'une séance par semaine, la danse pallie peu mon manque de grâce. Pour ruminer seule ma déception, je ne rentre pas tout de suite. À cet âge, fuguer m'enivre. Mon air de teigne décourage sans doute les types qui se trémussent nus sous des trenchs. À mon époque, les pédophiles sont décrits comme des moches à lunettes qui rôdent près des écoles. Il n'y a plus alors qu'à guetter les hommes mauvais, les paumés, les marginaux. Pas d'autres coupables possibles. Qu'importe si la nuit des enfants tremblent quand les portes des chambres grincent et qu'une jambe paternelle se coince dans l'embrasure. À travers la fenêtre du bus, je vois défiler de grands ensembles baignés dans une lumière mauve et or. Des fleurs qui embaument l'asphalte. Des petits brins courent derrière des ballons dégonflés. Une nature affolée surgit autour des bâtiments. Elle laisse les murs moisis. Il y a des fenêtres avalées de lierre, des ampoules épileptiques dans des foyers sans bruit. Le silence règne, mais les voix des mères le brisent en rappelant leurs enfants. Il est l'heure de rentrer manger. Dans le square quasi désert, la fumée des clopes dessine des volutes au-dessus des doudounes. Il arrive que des jeunes filles se mettent à danser devant un public absent, que deux corps noirs et timides s'enlacent. Dans les poches, l'argent manque, mais les sapes valent des SMIC pour que la vie vaille le coup. Enfant, j'ergote moi-même sur les prix des goûters et les glisse dans ma poche de klepto. Je vois les rues délaissées des métropoles, pleines de cachettes secrètes. Chez nous, chaque gars est baptisé d'un nom qui l'honore. Prince, chef. Ici, sans titre, tu es quand même monarque. En face de mon bâtiment, au 9 rue Émile Roux, il y a ce petit bois entouré de tours moyennes. Les arbres y sont encore verts et denses, ils côtoient les buissons touffus du même ton. En ville, des feuilles d'automne jonchent la terre mouillée du parc municipal. Par la fenêtre du salon,
Je vois ce ciel d'un bleu qui menace de noircir, jamais à l'abri de la foudre. Je m'enfonce alors dans ma forêt de poches, à la recherche d'un coin inconnu. Des reliques sont peut-être recueillies en ces lieux, des aventurières y ont peut-être enterré des boussoles, des mapes-mondes ou des flacons d'absinthe vides. Je fouille la terre à la recherche d'un temple enfoui d'une trace de tranchée. Voilà ce que papa et les livres m'ont appris, que tout était possible. Dans le bois, il y a sans doute l'amour aussi, à raconter à la récré. La rencontre d'un garçon mat, orphelin d'un nouveau genre. Un petit qui vivrait ici caché, endormi où grouillent insectes et bestioles. Il se serait bâti une existence parallèle et sans le sou, aurait survécu au danger d'une vie sans tuteur. Il se serait appelé Lino. Lino m'aurait observé des heures, assise en tailleur, un livre sous le bras. Des lectures de grande, évidemment. Surtout pas les jeux bouquines, mimi cracra et chair de poule qui remplissent mes sacs. D'un amour à l'autre, Genia s'annonce. Je suis assise sur un banc en face d'une tour, à gigoter les jambes sans raison, à espérer un signe. Une jeune fille noire et plus âgée, 13 ou 14 ans peut-être, vient à ma rencontre. En ces temps-là, l'altercation est latente. Il se joue dans nos villes des luttes de territoire qui contaminent tout. Il faut porter fièrement les couleurs de son quartier et ne pas redouter la tape avec les intrus. Je peux envoyer des garçons au tapis, mais la fille qui avance est d'une autre espèce. Elle est grande, avec un regard faucon. Elle pourrait fondre sur moi et m'entraîner. Ses tresses sont à la fois brunes et bordeaux, jonchées sur sa tête pauvre en cheveux. Une acné légère couvre ses joues, et tandis qu'elle s'approche avec assurance, elle découvre un sourire exquis. Genia porte un débardeur noir et dévoile une poitrine petite et des épaules musclées. Elle a des clavicules saillantes et un jean à la mode moule ses jambes longues. Elle porte des baskets, je soupçonne un tempérament de sportive. Sur son cou altier, des colliers en plastique et torsadés de toutes les couleurs, les mêmes que ceux que je convoite depuis des mois et que ma mère refuse de m'acheter. À quelques mètres, elle me dévisage d'un regard doux, quoique un peu narquois. À ses côtés se poste une fillette de mon âge, à la peau plus claire et au visage froncé. Elle se tient à sa gauche comme une vigie. « Salut, je te vois souvent traîner dans le coin. Moi c'est Genia. Tu t'appelles comment ? » Lame. Lame. Oui, comme un couteau miniature. Ah ouais, vous êtes sombre dans la famille. Je me tiens debout, tanké comme un hussard alors que mes cuisses tremblent. Je meurs d'envie de la suivre où qu'elle aille. N'importe où sur terre, juste à cause de son rire, juste parce qu'elle s'attarde. Seulement ma crainte d'être rejetée me rend distante. Genia me lance. Ça, c'est ma sœur, Maddy. Salut, Maddy. Salut. La petite me salue avec méfiance. Genia me toise à contre-jour. Elle met sa main en visière pour m'observer. Les yeux plissés par le soleil, elle m'envisage dans une douceur amusée qui me déchire. Genia persiste. Personne ne m'avait encore regardé comme ça.
suis sûre qu'on a plein de trucs à se raconter. Je n'ai même pas le temps d'avoir l'air de refuser. Génia m'entraîne par le bras et le jour culmine. À compter de cet instant, elle m'initie en tout. Fini la gosse prodige et taciturne qui tourne en rond dans la récré. Je suis l'amie de Génia. Ça me donne un nom. Génia me hisse dans la vraie vie. Elle me traîne hors de chez moi, me fait rire jusqu'à ce que je m'étouffe. Elle m'apprend à marcher. Auprès d'elle, je serai quelqu'un. Tous les samedis, on escalade à grand fracas les étages de son immeuble. Sans s'annoncer, on se rue dans la chambre qu'elle partage avec Maddy en beuglant. Il y a des posters du groupe B2K et des traces de stabilo sur le papier peint bleu. Génia crie le nom de sa sœur et elle saute sur le lit, à 2 doigts de faire péter les lattes. Sa mère s'époumonne, leur rappelle que le mobilier n'est pas gratuit avant d'abandonner. Ses filles sont la vitalité même. Nathalie Mujinga refuse de les brider. Dans le gynécée qu'elle a bâti, les disputes sont superflues, dérisoires. Les dimanches, elles font des spas improvisés dans la salle de bain. Gommage au savon noir, peau parfumée à l'huile d'olive, miel et œufs dans les touffes crépues. Maddy essaie des masques d'argile et la première fois, elle pleurniche face à sa peau devenue verte. Elle est sûre qu'elle va ressembler à Fiona, le personnage de Shrek. Maddy veut rester noire. Nathalie cuisine du fumbois, du moussaka, des alocos et Génia dévore tout. Je l'imite. L'aînée de 20 ans, Rita, me subjugue en secret. Je me tais quand je la croise dans les couloirs. Rita Mujinga ressemble aux chanteuses de la chaîne MTV, les noires américaines en vogue. On lui dit souvent qu'elle a des faux airs de Christina Milian. Quand un jour j'ose lever les yeux vers elle pour éclaircir le mystère de son cheveu lisse, Rita me répond d'un ton neutre qu'elle se fait cramer le crâne, avant d'entrer dans la salle de bain et me laisser interdite. Il arrive qu'elle m'invite, avec Génia, aux réunions de la plus haute importance qu'elle donne dans sa chambre. De jeunes nymphes échangent des confessions, assises en tailleur sur le lit de l'aînée. Lorsque la soirée s'engage, elles inventent des chorégraphies sur du zouk ou de la dancehall. Je les observe béates, allongées ventre contre la moquette. Génia et moi passons notre temps à marcher. Fillettes du dehors, on pend les draps aux fenêtres pour s'enfuir, pour connaître la rue, ses promesses et son risque. Nous nous promenons plusieurs heures dans l'été qui s'allonge, curieuses de tout, parfois les mains nouées, parfois chantant à tue-tête du Hélène Ségara dans les rues aux heures creuses. Nous trouvons normal de susurrer des amours tristes sans rien y comprendre. Au cours de danse en primaire, on me faisait danser sur Lady Marmalade. Avec les autres gamines, on clamait « Voulez-vous coucher avec moi ?» dans la salle de classe aux chaises renversées. Ensuite, on retournait jouer à la marelle. Les repères étaient flous, confus. Les filles quittaient l'enfance en courant. Elles y étaient invitées. Cet été-là, les boulangeries vendent des confiseries multicolores, des langues de chat, des dragibus, des coca piquants. Allongés dans l'herbe, on mâchouille des serpents enrobés de sucre. Le soleil fait briller le gazon du stade. La horde de footballeurs braille des hymnes pour se donner de l'aplomb. Lors des victoires, les garçons se tapent dans les mains et Génia et moi, nous nous rêvons de la mêlée. Des vieillards murmurent des mots berbères au café du coin. Des batailles d'eau arrosent les ruelles, des enfants tracent et se poursuivent. Et nous avançons sous la lumière de plomb,
avec nos corps jumeaux, habillés de débardeurs petits bateaux glanés par mon père. Nos besaces sont lourdes de biscuits premier prix et de bouteilles en plastique d'où coule une eau chaude.